Ayat Tahrir al-Sham, eh bien, lui prônait le djihad, la charia et le départ des chrétiens pour qui ce serait la valise ou le cercueil. Bienvenue pour un nouvel entretien sur la chaîne d'Academia Christiana. Vous pouvez, je vous rappelle, retrouver ces entretiens au format podcast sur les différentes plateformes d'écoute. Et je vous rappelle que ces entretiens sont réalisés grâce au soutien de nos donateurs. Donc vous pouvez trouver un lien pour adhérer à l'association culturelle d'éducation intégrale et également soutenir nos différents programmes et notre production de contenu dans la description de la vidéo. J'ai aujourd'hui la joie, le plaisir d'accueillir Antoine Delacoste. Je vous propose que pour commencer cet entretien, eh bien vous vous présentiez. Eh bien écoutez, je m'appelle Antoine Delacoste. Je suis effectivement un petit peu spécialisé sur le Proche-Orient géopolitique. Et maintenant que les hasards de la vie font que j'ai beaucoup plus de temps disponible, je suis devenu conférencier à plein temps sur l'ensemble de la France, pas seulement d'ailleurs sur le Proche-Orient, exclusivement géopolitique, mais je peux traiter aussi les États-Unis, la Chine, la Russie, la guerre en Ukraine. Mais la base de départ, c'est en effet le Proche-Orient. Je me suis toujours intéressé à cette région, d'abord par conviction chrétienne, puisque c'est le sort des chrétiens d'Orient qui m'a, dès le début, beaucoup intéressé. Depuis des décennies, je suis leur inexorable déclin. Inexorable, c'est pas gentil de dire ça, mais malheureusement, il faut pas se faire trop d'illusions. Il faut essayer de maintenir ce qui peut l'être, sachant que l'âge d'or ne reviendra jamais. L'âge d'or étant l'Empire byzantin, donc ça remonte à loin, puisque l'invasion de l'islam dès le 7e siècle a évidemment entraîné les chrétiens dans une dimitude, une soumission qui leur a permis de survivre, mais tout juste. Et le déclenchement plus moderne, ça a été la guerre en Syrie, après les printemps arabes, faussement appelés les printemps arabes d'ailleurs, on devrait les appeler les hivers arabes, puisque tout ça n'était qu'un ensemble de révolutions islamistes. Et à partir de 2011-2012, la guerre a été déclenchée en Syrie, elle a donné lieu au plus grand djihad international de l'histoire. Et j'ai suivi cette guerre véritablement au jour le jour, parce que j'avais bien conscience que si jamais les islamistes gagnaient, surtout que c'était Daesh et Al-Nosra, c'est-à-dire les pires sauvages qui égorgeaient les prisonniers, aussi bien d'ailleurs musulmans que chrétiens, quand ils faisaient des prisonniers après des combats. Et je me suis dit que si ces gens-là gagnaient, c'en était fini de la chrétienté en Syrie, et par-delà de la chrétienté en Orient. Il n'y aurait plus que le tout petit Liban qui y tiendrait, où les chrétiens, qui étaient largement majoritaires pendant longtemps, sont maintenant minoritaires, même s'ils sont encore nombreux. Et donc, partant de là, une petite enclave ne peut plus durer. Donc je me suis passionné pour ce conflit qui a été gagné dans un premier temps contre les islamistes, et puis, on va sûrement y revenir, perdu dans des circonstances invraisemblables. Dans un second temps, donc, il y a lieu d'être non plus inquiet, mais angoissé maintenant pour le sort des chrétiens d'Orient. Il y a une tradition française, diplomatique, à l'égard de ces pays du Moyen-Orient. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce qu'elle était par le passé? Alors cette tradition, elle remonte d'abord aux croisades, où on avait noué des contacts importants avec, évidemment pas les pays musulmans de l'époque, mais avec toutes les communautés chrétiennes. Ça a été l'occasion pour les croisés. Et il y avait aussi, pas que des combattants, il y avait aussi des intellectuels avec eux, des moines, des prêtres qui étudiaient les rites chrétiens en Terre Sainte, qu'ils connaissaient mal. Et donc ils ont découvert les Chaldéens, les Assyriens, les Arméniens, qui ont évidemment aidé les croisés. Et donc ça a été une première donnée culturelle en quelque sorte pour la chrétienté d'Occident, et en particulier pour la France, qui était le fer de lance de la première croisade. Et par la suite, c'est sous François Ier que ça s'est véritablement développé, puisque la France était à ce moment-là menacée par Charles Quint, et François Ier, les raisons sont exclusivement géopolitiques et non pas évidemment de sympathie pour l'islam, a jugé bon de s'allier avec le Turc, Soliman le Magnifique, pour contourner en quelque sorte Charles Quint et permettre à la France de desserrer l'étau. Alors évidemment, les historiens
catholiques jugent parfois sévèrement cette attitude, d'autres considèrent que c'était inévitable. C'est un vaste débat historique qui ne sera jamais clos parce qu'il y a du pour et du contre en réalité. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est à partir de ce moment-là, de ces capitulations, de ces traités qui ont été signés entre Soliman le Magnifique et François Ier, que date le rôle de la France au Proche-Orient, et particulièrement au Liban et en Syrie. Et on l'a mis particulièrement en vigueur, après l'installation notamment des franciscains français à Jérusalem, au Saint-Sépulcre. C'est grâce à cette négociation avec Soliman le Magnifique. Et puis par la suite, eh bien, c'est au XIXe siècle que Napoléon III a en quelque sorte relancé, concrétisé cette alliance lorsqu'il y a eu des massacres très importants de chrétiens, notamment de maronites, et à Damas et au Liban, dans le Chouf libanais. C'était les Druzes qui procédaient à ces massacres, organisés par les Ottomans, toujours très forts, pour faire de temps en temps les massacres par d'autres. Et c'est à partir de ce moment-là que Napoléon III a fait jouer le rôle de la France protectrice des chrétiens d'Orient et a envoyé un corps expéditionnaire qui a permis de sauver, malheureusement il y a eu des dizaines de milliers de morts, mais qui a permis de sauver le reste de la communauté chrétienne. Et ensuite, eh bien, ça s'est concrétisé une nouvelle fois à la fin de la Première Guerre mondiale, lorsque l'Empire ottoman a disparu. Eh bien, la France et l'Angleterre se sont en quelque sorte partagés le Proche-Orient, méthode un peu coloniale, mais c'était comme ça qu'on raisonnait à l'époque. Et les Anglais se sont appropriés la Palestine et l'Irak, et les Français la Syrie et le Liban. Et puis les parties sud de la Turquie, pour essayer de sauver ce qui restait du vieil empire arménien de Cilicie au sud de la Turquie, mais ça malheureusement ça n'a pas marché. Et donc c'est à partir du mandat français de la Syrie et sur le Liban que la France s'est véritablement imposée dans ces deux pays-là, à créer, même si elles existaient déjà depuis le 19e, à créer beaucoup d'écoles religieuses avec des enseignants français, des prêtres, des moines, avec des moines savants à Jérusalem qui étudiaient la Bible. L'école biblique française était extrêmement réputée. Et jusqu'à l'indépendance voulue par les Syriens et les Libanais, c'était bien naturel au bout d'un moment, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, même après, la France a continué à jouer un rôle conséquent qui malheureusement s'est ensuite amenuisé au fil des décennies et au fil du développement de notre mépris pour les chrétiens d'Orient. Alors comment est-ce que vous expliquez justement ce changement d'influence française dans la diplomatie à l'égard de ces pays? Nous n'avons plus voulu véritablement défendre les chrétiens d'Orient parce que nous ne voulions plus nous-mêmes être chrétiens. C'est ça la donnée fondamentale. Alors, vous me direz, sous la Troisième République, la France était guère chrétienne non plus, parce que c'était les francs-maçons qui étaient largement au pouvoir. Oui, mais il restait un vieux fond quand même. Il restait un vieux fond, il restait une habitude, il restait un clergé très motivé, et puis il y avait quand même une armée française toujours prête à intervenir. À partir de la 4e et surtout de la 5e République, ça s'est vraiment effondré, alors surtout à partir des années 80. À partir des années 80, on a vraiment tourné le dos, et pendant la guerre civile du Liban, qui a ravagé le Liban, dont il s'est toujours pas remis, de 1975 à 1990, ça a duré 15 ans quand même, avec de multiples guerres dans la guerre, une guerre civile extrêmement complexe. La France a fait même pire que ça. À ce moment-là, c'était la France de François Mitterrand, c'était les deux septennats de François Mitterrand ont été catastrophiques de ce point de vue-là. Ces ministres des Affaires étrangères ont tourné le dos aux chrétiens d'Orient. Les chrétiens qui étaient en groupe qu'on appelait les phalangistes chrétiens, ça avait une connotation fasciste pour un certain nombre de socialistes dont la culture était très faible dans ce domaine-là. Phalangiste n'a pas la même signification dans l'Espagne des années 30 qu'au Liban dans les années 70. Et donc on a considéré que les chrétiens du Liban étaient des gens d'extrême droite sulfureux qu'il ne fallait pas soutenir. On est très peu intervenu, diplomatiquement on a fait un petit minimum, mais finalement pas grand-chose, et au bout d'un moment notre soutien a totalement cessé, après notamment le drame du Drakkar. On a envoyé des paras-français qui ont subi les premiers attentats, probablement du Hezbollah libanais, sans qu'on soit tout à fait certain à 100%. On a perdu 58 paras en 1983 dans cet attentat du Drakkar, et à partir de ce moment-là, la France s'est vraiment retirée du Liban. Le pire dans ce drame, c'est que l'armée française ne servait pas à grand-chose. On était censé être zone tampon. Le conflit était d'une telle complexité
qu'en réalité, ce n'était pas tout à fait comme ça qu'il fallait aider, c'était plutôt la voie diplomatique. Il fallait que les Américains convainquent les Israéliens d'arrêter de ravager le Liban, de ravager le sud du Liban, de bombarder Beyrouth. Il fallait s'appuyer aussi sur les Russes qui avaient de l'influence sur les Syriens pour qu'ils consentent à arrêter de vouloir faire du Liban une province syrienne. Bref, il y avait une action diplomatique extrêmement vaste, complexe et très riche à utiliser, et on l'a très peu utilisée. Donc on s'est progressivement retiré. Et aujourd'hui, en 2025, comment est-ce qu'on pourrait définir le rôle de la France pour parler diplomatique avec les différentes puissances qui sont en place au Moyen-Orient? Alors, le rôle de la France reste très faible, même si Emmanuel Macron est allé récemment à Beyrouth, même si après l'explosion dramatique du 4 août de 2020 qui avait ravagé les quartiers chrétiens et tué des centaines de personnes, la plupart des chrétiens, eh bien, il était venu au Liban pour dire « on va tout changer, on a de l'argent pour vous, mais vous devez changer ». Et il a réuni la classe politique libanaise pour leur dire, ça avait été révélé par un journaliste ensuite, et Macron était furieux de cette fuite, mais il avait réuni toute la classe politique libanaise pour leur dire « vous êtes tous corrompus dans cette pièce, et vous avez tous touché ». Alors, comme sens de la diplomatie, c'est admirable, on commence par insulter celui avec qui on veut essayer de négocier. C'est très fort. C'est comme ceux qui veulent négocier avec Poutine après l'avoir traité d'assassin, ou ceux qui veulent négocier avec la Syrie après avoir dit que Bachar el-Assad ne méritait pas de vivre. Ça, c'était Laurent Fabius dans ses grands moments. Donc, évidemment, la classe politique libanaise a pris un sourire très poli et il ne s'est rien passé derrière. Et ce qui a relancé l'affaire et ce qui a permis à Emmanuel Macron de revenir pour se faire mousser plus qu'autre chose, c'est en fait une double influence, celle des Américains, de la nouvelle Amérique, en quelque sorte, et celle des Saoudiens, de l'Arabie Saoudite, dont on ne parle pas assez, mais qui joue un rôle majeur maintenant au Proche-Orient. Et ce sont les Américains et les Saoudiens qui ont convaincu les uns et les autres d'élire un nouveau président libanais, qui serait en dehors de ce pacte de corruption, en quelque sorte, de cette classe politique libanaise, et c'est représenté par le général Aoun, Joseph Aoun. Aucun rapport avec l'ancien président Michel Aoun, il y a beaucoup d'Aoun au Liban, qui lui a participé à ce pacte de corruption, c'est évident. En tout cas, sa présidence a été lamentable. Et donc, Joseph Aoun a pu être élu avec la neutralité du Hezbollah, très affaibli par sa guerre contre Israël, et surtout sous la pression des Américains et des Saoudiens, qui ont dit « nous, on est prêts à donner de l'argent pour la reconstruction du Liban, mais à condition que ça ne se perde pas dans les sables de la corruption, à condition que ça serve véritablement à quelque chose. » Et on a choisi notre homme, c'est Joseph Aoun. C'est ça qu'ils ont dit à toutes les parties. Et le président de la Chambre des députés libanaise s'appelle Nabi Berri, qui est un chiite. Vous savez que dans le partage des pouvoirs au Liban, il y a une règle non écrite, mais toujours respectée, on n'est pas en Orient pour rien, et qui est que le président est chrétien, le premier ministre musulman sunnite, et le président de la Chambre musulman chiite. C'est un partage des pouvoirs avec une prédominance, non plus pour le président chrétien malheureusement, mais pour le premier ministre sunnite. Mais tout de même, les chiites, avec la présidence de la Chambre, ont une importance prépondérante. Et Nabi Berri, ce président de la Chambre, a dit récemment, quelques jours avant l'élection de Joseph Aoun, « Nous n'avons jamais subi une telle pression internationale pour l'élection de quelqu'un. » Et le Hezbollah et la branche de Nabi Berri, qui s'appelle Amal, avaient décrété au début qu'ils contesteraient, enfin qu'ils voteraient contre Joseph Aoun. Et donc les Américains et les Saoudiens ont signifié aux chiites qu'à ce moment-là, il n'y aurait pas d'argent. Donc les chiites, affaiblis par cette nouvelle guerre, le Hezbollah qui a subi quand même des pertes très importantes, et notamment toute sa direction, décapitée par les bombardements israéliens, eh bien à ce moment-là ont accepté d'appliquer une neutralité permettant l'élection de Joseph Aoun. Et donc finalement, les sunnites et la plus grande partie des chrétiens, pas le clan de Michel Aoun, prédécesseur de Joseph Aoun, mais le reste des chrétiens ont élu Joseph Aoun. Et donc à partir de ce moment-là, il y a un peu d'espoir. Pour répondre directement à votre question, les Français n'ont joué aucun rôle dans l'affaire. Aucun. Emmanuel Macron est allé à Beyrouth pour dire, vous avez vu, ça y est, il y a Joseph Aoun élu, il est très fort pour ça. Les Beyrouthins qui entrevoient une petite espérance politique l'ont acclamé,
Mais en réalité, derrière l'élection de Joseph Aoun, c'est l'Amérique de Trump, pas celle de Biden, de Trump, et c'est l'Arabie Saoudite. Il y a une actualité en ce moment au Moyen-Orient. Est-ce que vous pourriez commenter déjà ce qui s'est passé en Syrie récemment? Alors c'est un drame qui s'est passé en Syrie. Comme je vous le disais dans la présentation, cette guerre qui s'est déclenchée en 2011-2012 a donné lieu au plus grand djihad international de l'histoire. L'intervention russe de 2015 a fait que la situation a été sauvée par leur aviation, non pas par leurs troupes au sol, parce qu'ils en avaient très peu, et par l'aide, il faut le dire aussi, des gardiens de la révolution iranien et du Hezbollah, au moment où l'armée syrienne était minée par les désertions. Et malgré les pertes énormes des meilleurs officiers syriens dans les années 2012, 2013, 2014, les officiers alaouites et chrétiens, ceux-ci pouvant expliquer ce qui s'est passé par la suite, eh bien, la bataille a été remportée et les Russes ont conclu un accord avec les islamistes vaincus en disant bon, ben, on ne va pas jusqu'au bout du siège, parce que l'armée syrienne n'avait plus les moyens de terminer les sièges par des centaines de morts supplémentaires à chaque fois, mais on va tous vous regrouper dans le nord-ouest de la Syrie, une région pauvre qui s'appelle Idlib. Et là, vous avez 40 à 50 000 islamistes qui, au fil des reconquêtes de l'armée syrienne épaulée par l'aviation russe, eh bien, ont été transportés, au cours des années 2016-2017, ont été transportés dans cette province d'Idlib par car, encadrés par l'armée russe, parce que sinon l'armée syrienne les aurait tous égorgés en cours de route. C'était un combat implacable, implacable. Et on a retrouvé tout ce djihad international à Idlib, avec les Syriens, évidemment majoritaires, mais pas que. Il y avait des espèces de fous ouzbeks, tadjiks, les Chinois ouïghours, les fameux ouïghours, en but avec la puissance chinoise, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a énormément d'islamistes dans leur rang, des Français, des Belges, des Tunisiens, c'était venu du monde entier. Et cette espèce de bouillon de culture a été confiée par la Russie à la Turquie. Quelle est la doctrine, l'idéologie de ces groupes, justement, islamistes? Alors, comme ils sont plusieurs, et qu'ils sont assez indisciplinés par nature, et qu'il n'y a pas une autorité unique, contrairement à l'Église catholique, par exemple, pour leur dire voilà la doctrine, quitte à pas toujours l'appliquer, mais voilà la doctrine, chaque groupe est très différent. Vous avez Daesh, alors qu'il n'était pas à Idlib. Daesh est resté caché, pour les éléments qui restaient, dans le désert de Palmyre. Mais les autres groupes qui, quelquefois, se tiraient dessus, qui étaient concurrents, avaient des doctrines très différentes. Certains, comme HTC, celui qui a pris le pouvoir, qui veut dire Hayat Tahrir al-Sham, eh bien, lui prônait le djihad, la charia, et le départ des chrétiens, pour qui ce serait la valise ou le cercueil. Et pour les alaouites, la religion du clan Assad, qui représente à peu près 10% de la population, qui est une branche du chiisme, eux, c'était pas la valise, c'était le cercueil. Il y avait une haine totale. Déjà, entre les sunnites et les chiites, il y a une haine très forte. Mais là, entre les sunnites syriens et les alaouites, par définition liés au clan Assad, là, c'est une haine totale absolue. Donc vous aviez ça, mais vous aviez d'autres petits groupes, beaucoup plus extrémistes, beaucoup plus radicaux. Et donc, au fur et à mesure des années, les 3-4 ans, 4-5 ans qui se sont passés comme ça, dans ce bouillonnement de la province d'Idlib, eh bien, les Turcs ont méthodiquement organisé les choses. Ils ont en quelque sorte donné les clés du camion à Hayat Tahrir al-Sham, et ils les ont aidés à éliminer les éléments les plus radicaux. Et quel est l'intérêt de la Turquie, justement, dans ce jeu? Alors, l'intérêt de la Turquie, il est double. D'abord, renverser le régime de Bachar el-Assad avec lequel il était ennemi. Et deuxièmement, avoir les mains libres pour pouvoir éliminer les Kurdes, ou tout au moins les éloigner. Les Kurdes sont trop nombreux pour être éliminés, mais tout au moins les éloigner. C'est pour ça qu'au fil des ans, la Turquie avait envahi une partie du nord de la Syrie, où les Kurdes s'étaient installés. L'idée des Kurdes, c'était de fonder leur pays, la Syrie étant trop faible pour les en empêcher à partir de ce moment-là, quasiment de la mer Méditerranée jusqu'à la frontière irakienne de l'autre côté, c'est-à-dire toute la frontière nord de la Syrie. Et ça, les Turcs ne l'ont pas accepté, parce qu'ils considèrent que les Kurdes sont liés au parti du Kurdistan, le PKK, qui est en insurrection armée contre les Turcs depuis des décennies, et qui est très implanté dans le sud-est de la Turquie, c'est-à-dire à 2 pas du nord de la Syrie. Donc les Turcs ont toujours dit qu'ils ne toléreraient pas ça. Donc ils ont envahi une partie du nord, et ils comptaient aller beaucoup plus loin, mais les Russes d'un côté, les Américains de l'autre, les Américains étant les protecteurs des Kurdes dans le nord-est de la Syrie,
leur ont dit pas plus loin. Donc ils leur ont laissé 2 franges de conquête dans le nord, et ensuite ils n'ont pas eu le droit d'aller plus loin. Quand ils ont essayé, ça s'est pas bien passé. On n'en a pas beaucoup parlé, mais ils ont eu à ce moment-là des pertes importantes, et les forces spéciales françaises et américaines sont personnellement intervenues pour aider les Kurdes avec des armes assez efficaces contre les chars, et donc les Turcs ont compris, après avoir perdu une quinzaine de chars, ils ont compris, ils se sont arrêtés. Mais l'intérêt turc qu'Erdogan n'a jamais perdu de vue, c'était renverser Bachar el-Assad et éloigner les Kurdes. Et puis il y a un troisième élément qui s'est ajouté pour lui pour des questions de politique interne. Il a 3 millions de réfugiés syriens chez lui, dont beaucoup sont des semi-islamistes. Beaucoup ne travaillent pas, quelques-uns ont travaillé, sont intégrés, mais c'est une minorité, et ils sont à la charge de la communauté turque. Et ça se passe de plus en plus mal entre ces réfugiés syriens et les Turcs, qui ont leurs défauts, sont de grands massacreurs de chrétiens, mais c'est un peuple de travailleurs, on ne peut pas leur enlever ça. Alors que les réfugiés syriens, pour la plupart, à part les trafics, ils n'étaient pas bons à grand-chose. Donc la grande idée d'Erdogan, c'était repousser les Kurdes et installer ces 3 millions de réfugiés syriens dans le nord de la Syrie pour s'en débarrasser. Chose à laquelle Bachar el-Assad a toujours mis un veto absolu, et donc le renversement de Bachar el-Assad pour les Turcs devenait incontournable. Et alors, comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que la Russie, par exemple, n'ait pas réagi dans cette opération? Il y a une seule raison, c'est l'Ukraine. L'Ukraine, la guerre en Ukraine, qui est une guerre extrêmement difficile. La Russie est contre les fantassins ukrainiens, mais les armements de l'OTAN, avec un pont aérien gigantesque, des milliards et des milliards de dollars dépensés par les Américains et des milliards d'euros dépensés par l'Europe pour armer l'Ukraine. Et le fantassin ukrainien, c'est comme le fantassin russe. C'est un bon fantassin. Il est dur au mal, ils ne sont pas slaves pour rien, ils savent se battre, ils sont courageux. Et donc, ils luttent. Même si la puissance de feu russe est beaucoup plus forte, ce qui leur permet de progresser et ce qui fait que l'Ukraine ne peut pas gagner cette guerre malgré les centaines de milliers de morts qu'ils ont subis, c'est impossible, ils ne pourront pas gagner. Mais malgré tout, ça a accaparé tout l'effort de guerre russe. Et les Russes, à partir de ce moment-là, n'avaient pas les moyens de détourner une partie de leur aviation pour aider les Syriens. Ça, c'est la première raison. Mais il y en a une deuxième. Il y en a une deuxième, c'est que Poutine était très agacé par le comportement d'Assad, qui était à la fois ruiné, qui laissait une partie de son clan détourner l'argent de l'aide russe, parce que la Russie et l'Iran étaient les 2 seuls pays à aider la Syrie. Alors l'Iran donnait l'argent aux gardiens de la révolution, ou aux chiites iraniens, ou aux Hezbollah libanais présents en Syrie. Donc là, il y avait moins de détournements. Mais les Russes qui les donnaient au pouvoir, une grande partie était détournée. Pas par Bachar el-Assad lui-même, qui n'était pas un modèle d'intelligence politique, mais qui n'est pas non plus un modèle de corruption. Mais il y avait toute une partie de son clan. Alors les Russes étaient très agacés par ça. Et à un moment donné, les Russes avaient senti les choses venir. Et donc ils avaient dit à Bachar el-Assad, réconciliez-vous avec Erdogan. Acceptez le retour des 3 millions de réfugiés syriens, parce que si ça tourne mal, nous, on n'enverra pas 100 000 hommes au sol pour contrer les islamistes ou les Turcs. On ne fera pas ça. Donc, faites la réconciliation. Et Bachar el-Assad, soit mal renseigné, soit obtus, n'a jamais voulu changer. Et donc, quand le drame est intervenu, je pense que tout le monde a été surpris de la rapidité avec laquelle les choses se sont produites, eh bien, à ce moment-là, les Russes, malgré les appels répétés de Bachar el-Assad, ont dit non, terminé, on arrête. C'est triste, c'est dur, mais c'est ce qu'on appelle la real politique. Et alors, qu'est-ce que peut augurer ce changement de régime en Syrie? Eh bien, c'est la bouteille à l'encre. On ne sait pas très bien. Parce que Hayat Tahrir al-Sham a été le fer de lance. Il est dirigé par un homme qui s'appelle Jolani, dont la transformation physique est très intéressante. Lorsqu'il était à Idlib, on le voyait en turban, avec une barbe pas du tout rasée. Lorsqu'il a envahi la Syrie, on l'a vu en treillis, avec une barbe à moitié rasée, il n'y avait plus de turban. Et maintenant qu'il reçoit les ministres des Affaires étrangères de tout le Proche-Orient, saoudiens, qataris, turcs, etc., eh bien, il les reçoit en costume cravate, avec une barbe parfaitement taillée. Mais quand on voit sa femme, il n'y a pas eu de métamorphose. Sa femme, quand je dis qu'on la voit, on voit un grand voile noir, de haut en bas. Ça reste très islamiste. Mais il faut reconnaître une chose, c'est qu'il y a eu assez peu d'exactions. Et le peu d'exactions qu'il y a eu quelques alaouites égorgés,
quelques chrétiens égorgés, autour de Maaloula notamment, notre chère petite ville chrétienne avec laquelle, avec SOS Chrétiens d'Orient et Odeya, on pouvait rester quelques jours, parce que c'est une petite ville de quelques milliers d'habitants où il y a 95% de chrétiens, et des gens d'une gentillesse extrême. Et là, je sais qu'un fermier juste à côté de Maaloula, un fermier chrétien, s'est fait égorger récemment. Et ce que dit Jolani, ce que disent HTC, c'est pas nous. On ne sait pas si c'est vrai. Ils disent c'est pas nous, c'est des Ouzbeks, c'est des Ouïghours, c'est des Tadjiks, ce qui est tout à fait possible. C'est des fous furieux, ceux-là, vraiment des fous furieux. Il y a des Français aussi, des Français entre guillemets, mais disons des Maghrébins de la région parisienne. Eh bien, tous ces gens-là sont capables de tout. Mais c'est vrai qu'en tout cas, s'il y a eu un massacre à grande échelle, on l'aurait su. Et il n'y en a pas eu. La vérité aussi, c'est que Jolani attend l'aide internationale. Et donc il va être très sage en attendant l'aide internationale. J'écoutais récemment devant la commission des affaires étrangères du Sénat le compte-rendu d'un universitaire français qui exerce aux États-Unis, qui est assez objectif. C'est pour ça qu'il n'exerce plus en France, mais aux États-Unis, parce qu'il avait des ennuis, parce qu'il ne disait pas que tout est noir et tout est blanc dans la vie. Il s'appelle Fabrice Balanche, et il a fait un exposé assez brillant pour dire que pour lui, Jolani, c'est de la taquia, c'est de la dissimulation totale, et qu'une fois qu'il aura reçu l'international, une fois qu'il aura pu organiser les structures du nouvel État syrien, on verra son vrai visage, et le pire est à craindre à ce moment-là pour les alaouites et pour les chrétiens. Peut-être, je ne sais pas. Un spécialiste qui a ces informations. Moi, je ne suis pas complètement sûr que ce soit vrai. Parce que autant les Qataris, on n'en attend pas grand-chose, autant les Saoudiens, avec Mohamed Ben Salman, le prince héritier, qui, à sa façon, la façon saoudienne, est tout de même un vrai moderne, ne veut pas que son aide soit liée à un grand bain de sang par la suite. Alors, c'est pas qu'il a une armée extrêmement puissante, on l'a vu contre les Houthis au Yémen, où il n'est jamais arrivé à grand-chose, mais il a l'oreille de l'Amérique, il a l'oreille de la Russie, il a l'oreille de la Chine, et donc l'influence de l'Arabie Saoudite est essentielle, et je ne suis pas sûr. J'espère que Fabrice Balanche se trompe, et que Jolani, non pas par conviction personnelle, mais par prudence, ne se livrera pas à un grand massacre. Ce qui est sûr, c'est que l'aide internationale doit arriver, elle n'est pas encore arrivée, et Jolani n'a aucun titre à diriger la Syrie, en dehors d'être le chef de la milice islamiste qui a pris le pouvoir en quelques jours. Et comme ils ne sont que 20-25 000 hommes, vous ne tenez pas un pays de la taille de la Syrie avec 20-25 000 hommes. Alors c'est vrai, il y a toute une partie au nord-est tenue par les Kurdes, sous protection américaine, mais le reste du pays ne tiennent pas tout. Vous avez toute la partie au sud de la province d'Idleb, là où il y a les bases russes, et là où il y a tout le pays alaouite. Et le pays alaouite, c'est Latakia, c'est Tartous, il y a quand même beaucoup de monde. Et là, les islamistes, ils sont très peu allés. Et quand ils y sont allés fin décembre, pour aller récupérer un général alaouite et pour le faire passer en procès, et sans doute le pendre, eh bien, ils n'ont pas réussi à le prendre. Et au retour, il y a eu une embuscade tendue par des anciens de l'armée syrienne, on suppose, en tout cas des alaouites, c'est évident, qui ont tué 12 islamistes et ils reviennent avec beaucoup de circonspection, ils font très attention. Et dans les montagnes alaouites, près de la frontière libanaise, on sait très bien qu'il y a plusieurs centaines de soldats et d'officiers syriens, alaouites pour la plupart, qui sont là. Alors HTC essaiera de leur régler leur compte un jour, et pour l'instant ils n'ont pas les moyens. Donc ils tiennent pas tout. Donc Jolani est obligé d'être prudent, de dire mais moi tout le monde a sa place en Syrie. Quand il y a eu un sapin de Noël brûlé, on en a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, il a tout de suite dit ça c'est les Ouzbeks, ils seront punis, ils seront châtiés, personne n'a été puni, personne n'a été châtié. Mais ça n'a pas trop recommencé, et on voit dans les rues de Damas, on continue à voir des chrétiennes se promener tête nue, et apparemment ils n'ont pas d'ennui. Bon, pareil à Alep, c'est un peu plus difficile à Alep, parce que les combats avaient été tellement durs qu'il y a beaucoup de ressentiment chez les islamistes à Alep, mais quand même la communauté chrétienne, il en reste 30 000, par rapport à 300 000 qu'avant la guerre, ça donne envie de pleurer. Mais dans cette belle ville, cette si belle ville d'Alep, qui maintenant est un champ de ruines, mais qui a été si belle, eh bien, les 30 000 chrétiens, d'après les contacts que j'ai sur place, notamment avec des moines maristes syriens qui sont présents, disent que pour l'instant, ils ne sont pas menacés, ils disent la messe tous les jours, les chrétiens continuent à pratiquer, il n'y a pas encore de drame. Alors, l'autre événement majeur du Proche-Orient, c'est le cessez-le-feu. Est-ce que vous pouvez peut-être commenter un petit peu cette actualité et surtout,
est-ce que pour vous, c'est une pause dans le conflit ou est-ce que c'est une résolution au moins à moyen terme? Alors, j'aimerais bien pouvoir répondre à cette question. J'aimerais bien. En tout cas, à moyen terme, ça me paraît très optimiste. Ce qui est sûr, c'est que c'est le cessez-le-feu de Trump. Ça, c'est bien clair. Biden n'est arrivé à rien. Biden est quand même le président de l'histoire des États-Unis, enfin de l'histoire d'Israël plutôt, qui s'est fait le plus trimballer par Israël. À plusieurs reprises, Netanyahou a envoyé paître au téléphone Biden. Personne ne s'était permis ça. L'anecdote était restée célèbre du temps de Ronald Reagan. Eh bien, il y a un président israélien, un premier ministre israélien, parce que le président israélien n'a pas de pouvoir, premier ministre israélien qui n'avait pas obtempéré à l'ordre des États-Unis, qui consistait à se calmer un petit peu dans les bombardements. Et Reagan avait appelé le premier ministre israélien, lui avait dit, alors vous arrêtez tout de suite, sinon ça va très très mal se passer. Ça s'est arrêté instantanément. Il n'y a que Netanyahou, fou furieux, va-t-en-guerre, et Biden, dont la faiblesse politique et cognitive, qui plus est, qui ne devait pas arranger les choses, était connue. Et près de Biden, son âme damnée, le secrétaire d'État, Anthony Blinken, était totalement sioniste, et donc aucune chance pour qu'il y ait un cessez-le-feu. Et puis, quelques jours avant l'intronisation de Biden, eh bien, il a envoyé un de ses conseillers au Qatar. Et du Qatar, le conseiller a appelé Netanyahou, enfin le bureau de Netanyahou, pour lui dire « j'arrive demain. J'arrive demain et on organise un cessez-le-feu. » Et la personne répond « ah non, demain c'est Shabbat, c'est pas possible, monsieur Netanyahou ne travaille pas le jour du Shabbat. » Et l'envoyé de Trump, qui était juif, c'est pour ça qu'il a pu se permettre de dire ça, a dit « alors j'en ai rien à foutre du Shabbat, il me reçoit demain, et puis c'est tout. » Donc, le malheureux Netanyahou a dû travailler le jour du Shabbat, l'envoyé de Trump est venu, et le lendemain, il y a eu un cessez-le-feu. Donc ce qui s'est dit a été très clair en disant maintenant c'est fini, c'est l'Amérique de Trump qui est au pouvoir, et vous faites ce qu'on vous dit. Et donc Israël doit rentrer un peu dans le rang, et donc il y a Trump qui avait promis qu'il s'occuperait des otages israéliens, il y en a 3 premiers qui ont été libérés, on va voir pour la suite. Mais ce qui est sûr, c'est que l'opinion publique israélienne devient très trumpiste. C'est un peu paradoxal, alors que Trump menace un peu Israël de moins les aider si ça continue de cette façon-là, s'il continue à ravager et Gaza et le sud du Liban. Mais l'opinion publique israélienne s'est très braquée contre Netanyahou, parce que pour elle, la priorité, c'est tout à fait dans la tendance des Israéliens, récupérer les otages. Et Trump va leur permettre de récupérer les otages, peut-être. Si l'opération se passe bien, après, Netanyahou va probablement pas oser se relancer dans les bombardements à Gaza. Pourtant, il en aurait bien envie, parce qu'au moment de la libération des otages, qui a sorti les otages? Qui les a remis aux autorités internationales pour qu'ils rejoignent les hôpitaux israéliens? Des gens du Hamas. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait des centaines de gens du Hamas, en armes, cagoulés, qui étaient dans les rues de Gaza, et qui conduisaient les otages. Donc, le Hamas décapité, oui, sa tête est décapitée, ça c'est sûr, mais le corps reste assez vivant. Et en fait, pendant tous ces événements-là, et c'est d'ailleurs Anthony Blinken lui-même qui l'a reconnu, l'ancien secrétaire d'État de Biden, qui avait dit en fait au fur et à mesure que Israël tuait les gens du Hamas, le Hamas en recrutait tout autant. Alors ils auront du mal à se remettre, comme le Hezbollah, de la perte de tout leur état-major, parce que ça, ils sont à peu près tous morts. Israël les a ciblés, un par un, quitte à faire 300 morts à chaque fois. Il leur repérait à un endroit, dans un camp de réfugiés de Gaza, et il balançait le missile dessus. Ça tuait 300 personnes autour, mais ça, c'est les méthodes israéliennes, aucune importance. Mais ils les ont tous éliminés. Ils avaient une intelligence artificielle permettant la reconnaissance faciale dans n'importe quel coin de Gaza dès qu'il y en avait un qui sortait. C'est assez exceptionnel, ce niveau de guerre technologique. Les Israéliens, militairement, c'est du très très haut niveau quand même. Simplement, ça ne marche qu'avec le soutien américain. Donc les Américains les tiennent. Et si, comme Trump, a une force de caractère légèrement supérieure à celle de Biden, les Israéliens seront quand même obligés de faire très attention. Donc on peut penser que ce cessez-le-feu va être relativement durable, parce que Trump n'acceptera pas un camouflet de Netanyahou. Après, on ne peut pas se prononcer pour le long terme. Le seul long terme viable, c'est qu'un jour il y a un État palestinien, chose que les Saoudiens appellent de leur vœu, chose sur laquelle les Américains sont
Officiellement plutôt pour, puisqu'il y a eu quand même les accords d'Oslo qui avaient un petit peu entériné ça, un petit peu seulement, mais dans le fond, Trump n'a pas très envie. Il est très lié aux évangéliques protestants. Les évangéliques protestants sont hostiles à un État palestinien, ils sont très sionistes. On croit souvent que Trump soutient Israël, a beaucoup soutenu Israël, en tout cas dans son premier mandat, pour faire plaisir à son électorat juif. Rien n'est plus faux. C'est pour soutenir son électorat évangélique protestant. C'est l'alliance de l'Ancien Testament entre les Juifs et les protestants. Enfin, ce sont des affaires un peu compliquées, mais bien connues dans la création des États-Unis. Quoi qu'il en soit, Trump n'acceptera pas un camouflet, c'est-à-dire une relance du conflit et de la destruction de Gaza, s'il se lance avec l'Arabie Saoudite, dont le rôle, je maintiens, est tout à fait stratégique, eh bien, s'il se lance dans un début de reconstruction, là, Netanyahou ne pourra pas. Si on évoque aussi l'influence de l'élection de Trump au niveau géopolitique global, c'est-à-dire tant sur le conflit russo-ukrainien que sur le Moyen-Orient, que même sur des équilibres stratégiques entre les BRICS et les États-Unis, comment est-ce que vous voyez les choses se profiler avec cette nouvelle élection? Alors avec Trump, c'est toujours très difficile évidemment de faire des pronostics. Déjà, c'est pas simple en géopolitique, mais alors avec quelqu'un comme Trump, qui peut quand même changer d'avis de temps en temps. Entre 2016 et 2020, au cours de son premier mandat, il avait quand même dit que l'Amérique quitterait la Syrie, l'armée américaine quitterait la Syrie. Elle ne l'a pas fait parce qu'il s'est fait convaincre par le Pentagone qu'il fallait surtout pas faire ça. Bon. Alors, il a dit aussi qu'il ne recommencerait pas les mêmes erreurs qu'au cours de son premier mandat et qu'il ne se laisserait plus conseiller par des néoconservateurs type Mike Pompeo, qui avait eu un rôle extrêmement néfaste à ce moment-là. L'obsession de Trump, c'est la Chine. Ça, s'il y a un point sur lequel il ne va pas varier, c'est ça. Pour que Make America Great Again fonctionne, il ne faut pas que la Chine devienne la première puissance économique mondiale. Or, elle n'est pas très loin de ce résultat. La Chine est un petit peu en crise économique en ce moment, elle est en crise démographique assez sérieuse, elle perd entre 1 et 2 millions d'habitants par an, à son échelle c'est pas considérable, mais un pays qui perd des habitants chaque année, c'est quand même un problème, contrairement aux États-Unis, qui n'en perdent pas. Et pas seulement grâce à l'immigration, mais une grande partie grâce à la natalité, qui est quand même le moteur du développement d'un pays. Malgré ça, les Chinois ont quand même un potentiel pour devenir la première puissance économique mondiale. Et ça, Trump n'en veut aucun prix. Donc son obsession, c'est la Chine, aussi bien sur le plan militaire que sur le plan économique. Et donc, l'effort militaire intense pour l'Ukraine, guerre sur laquelle il n'est pas dupe. Il sait très bien que les Russes ne pouvaient pas accepter l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. C'était beaucoup trop dangereux pour eux. Poutine l'a dit 10 fois. Il dit l'Amérique, elle est bien gentille, mais elle n'a pas des canons braqués sur elle. Si nous, on prenait le Mexique, qu'est-ce que dirait l'Amérique? Ce serait la guerre. Donc là, ils ont fait rentrer les Pays-Bas, ils ont fait rentrer la Pologne, ils nous ont encerclés. L'Ukraine, c'est le parachèvement, et l'Ukraine, ça, c'est pas possible. En plus de ça, le Donbass allait se faire envahir par les Ukrainiens, bien organisés par l'OTAN, et notamment les Anglais qui jouent un rôle majeur dans cette histoire, beaucoup plus belliciste que les Américains, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc ça a été la deuxième chose, et puis la Crimée, qui est russe, et que les Russes ne rendront jamais. Donc Trump sait parfaitement tout ça. Trump sait très bien que si les Russes ont déclenché le conflit, c'est bien malgré eux. D'ailleurs, les nationalistes russes ont reproché à Poutine sa modération, d'avoir beaucoup trop attendu pour déclencher cette invasion en février 2022. Il a dit à plusieurs reprises, bon, on est quand même un petit peu responsable. On avait une mauvaise habitude, c'était de régler nos affaires par les armes. L'invasion de l'Ukraine a été pour Trump un révélateur de ce qu'il ne faut plus faire. Et il est très intéressant de noter que dans l'entourage de Trump, à commencer par son vice-président, il y a un certain nombre de gens qui se sont engagés volontaires dans l'armée américaine en Irak en 2003, traumatisés par le 11 septembre 2001 et persuadés que l'Amérique était en danger. Et ils ont été ulcérés de découvrir des mois après, pas des années, parce que on le savait dès le début, tous les mensonges avaient été aveuglés par la propagande des néoconservateurs à ce moment-là. Ils ont été ulcérés de voir qu'ils se sont fait mener en bateau, qu'ils ont attaqué un pays qui n'était pour rien dans le 11 septembre. En plus de ça, un dictateur laïque qui tuait les islamistes. Et donc, Daesh est parti directement de l'intervention américaine en Irak. Alors, ils ont été très mécontents de tout ça, plus que mécontents, mais vraiment humiliés. Et puis humiliés des mensonges de l'Amérique
découvert par le monde entier. Pour l'ensemble du peuple américain, ça a été une humiliation. Donc ils sont bien jurés de ne plus employer les armes. Et là-dessus, il y a une convergence très forte entre les idées de Trump, celle de son vice-président Vance, et des gens qu'il a nommés autour de lui. À une exception près, c'est la seule chose qui m'inquiète, c'est le secrétaire d'État, qui s'appelle Rubio, et qui, lui, était presque de tendance néoconservatrice. J'ai été étonné que Trump le nomme là. On va voir ce qu'il va faire. Le secrétaire d'État, c'est quand même fondamental. C'est le ministre des Affaires étrangères. C'est lui qui va un petit peu orchestrer les discussions avec Poutine et avec les Ukrainiens pour savoir comment on sort de cette histoire. Mais je pense que Trump aimerait bien sortir assez vite de ces conflits ravageurs au Proche-Orient et du conflit de la guerre en Ukraine qu'il estime lui-même stupide, pas stupide, le terme n'est pas approprié, mais c'est Trump ça, pour se concentrer sur la Chine et l'empêcher de se développer, d'avoir une armée qui va un jour supplanter celle des États-Unis. C'est déjà le cas pour la marine. La marine en tonnage, la première marine du monde en tonnage, c'est la Chine. Alors, cela étant, une armée qui n'a pas combattu, on ne peut pas la juger. La seule armée qu'on peut vraiment juger aujourd'hui sur pièce, c'est l'armée russe. Et l'armée russe a prouvé que technologiquement et dans les combats au sol, elle était une grande armée. On ne peut plus juger l'armée américaine qui n'a eu aucun conflit intense depuis très très longtemps, depuis quasiment 1945, peut-être le Vietnam un peu, mais enfin ça ne s'est pas très bien passé. Et l'armée chinoise, alors elle ne s'est pas battue depuis des décennies et des décennies. La Chine est assez peu belliqueuse. La Chine, à part la petite opération du Tibet, n'a envahi mais personne depuis mais des siècles en réalité. C'est ça qui est incroyable. On dit toujours la Chine, le dragon chinois, mais c'est une offensive économique exclusivement. Mais ils savent très bien qu'un jour l'Amérique ira leur chercher des noises dans leur mer de Chine, dans tous ces endroits qu'ils veulent conquérir pacifiquement dans un premier temps, peut-être moins pacifiquement un jour pour Taïwan, dont ils considèrent que c'est à eux. Et c'est pour ça qu'ils ont déclenché un effort militaire absolument considérable. De là à ce qu'une guerre chinoise, américaine, on en est très loin, mais une guerre économique, ça, oui, d'où les droits de douane. Obsession de Trump, mettre des droits de douane à ses risques et périls. Ça va risque de relancer l'inflation. Or, l'inflation a été un des points majeurs pour permettre l'élection de Trump pour Biden, après l'immigration, c'est entendu. Mais tout de même, ça a été très important. Et Trump, toujours obsédé par la Chine, a dit que les BRICS, vous savez, ce club relativement informel, mais pas tant que ça, qui réunit donc une douzaine de pays aujourd'hui, et non des moindres, Russie, Brésil, Chine, Inde, Arabie Saoudite, maintenant Iran, donc c'est tout à fait important, et qui veulent participer à l'émergence de ce qu'on appelle le Sud global, et participer à la dédollarisation du monde. Ce n'est pas pour rien si l'Arabie Saoudite a récemment accepté que les Chinois payent leur pétrole en yuan, et non plus en dollars. Pour les Américains, c'était une belle gifle, et pour les Chinois, une belle victoire. Et les Saoudiens ont fait ça pour bien montrer aux Américains que l'Arabie Saoudite, valet de Washington, c'était terminé, et que maintenant ils rééquilibraient leurs relations sans se fâcher avec l'Amérique. Mais Mohammed Ben Salman est très ami de Poutine, et ils s'entendent très bien avec les Chinois. Tout ça, cet ensemble de BRICS inquiète Washington, et Trump a dit qu'il n'hésiterait pas à mettre 100% de droits de douane pour les exportations des BRICS. 100%, c'est du Trump. Mais tout de même, on voit que c'est sa préoccupation numéro. Donc, pour répondre très directement à votre question, l'intérêt de Trump, c'est que dans l'année, les deux conflits, israélo-palestinien, libanais, Hezbollah et russe-Ukraine, se terminent. Alors qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à nos dirigeants politiques, peut-être à nos futurs dirigeants politiques qui nous regardent en ce moment, pour redonner à la France un rôle diplomatique, et qu'est-ce que pourrait être même ce rôle diplomatique et cette voix européenne si elle n'était ni américaine ni russe? Alors on ne peut rien conseiller à Emmanuel Macron, qui est l'homme le plus intelligent de France, donc ça c'est pas possible, lui conseiller quoi que ce soit, puisqu'il a toujours raison. Non, ce qui est sûr, c'est que l'affaiblissement diplomatique français est très sensible. On a commis de très graves erreurs au Proche-Orient. On a quand même donné des armes aux islamistes.
Laurent Fabius a dit que le front Al-Nosra faisait du bon boulot au moment où il égorgeait des chrétiens, il égorgeait des alaouites, des soldats syriens, y compris sunnites musulmans. Ça a été de grosses erreurs. Alain Juppé a fait fermer l'ambassade française à Damas. Personne n'a oublié ça, c'était une très très grave erreur, d'autant que les services secrets français et syriens se parlaient beaucoup depuis très longtemps. Et un homme des services secrets français qui est resté anonyme, on ne sait pas qui l'a dit, mais dit que si on avait gardé les contacts avec les services secrets syriens, le Bataclan pouvait être évité. Tout est parti de la Syrie, de Raqqa, qui était la capitale de l'État islamique à ce moment-là. Et ces erreurs successives ont pesé. Et puis la France n'est plus chrétienne, on le sait très bien. Le mépris qu'on a eu pour les chrétiens qui se battaient pendant toute la guerre civile, tout ça a beaucoup pesé. Donc aujourd'hui, la voix de la France est faible. Alors ça pourrait être la voix de l'Europe. D'ailleurs, quand on écoute Macron ou le Premier ministre, il parle plus de l'Europe, il prononce plus le mot Europe que le mot France. Donc la voix de l'Europe elle-même, la voix de l'Europe en Syrie, au Liban, Palestine, la voix de l'Angleterre pourrait un tout petit peu jouer, mais à partir du moment où ils sont 100% sionistes, le monde arabe n'écoute plus. Donc aujourd'hui, la France a eu une position longtemps plus équilibrée. Il y avait une politique arabe de la France, du temps de Georges Pompidou par exemple. Ça comptait. Et les élites arabes aimaient la France. Il y avait des universités prestigieuses, des universitaires français venaient enseigner à Beyrouth, à Damas, à Jérusalem, à Tel Aviv. C'était quelque chose d'important. Et cet équilibre entre Israël et la Palestine, on avait su le maintenir. Et puis à un moment donné, on n'a plus voulu, plus su. La culture générale aussi, c'est un petit peu perdu. Quand on étudie la diplomatie française, on s'aperçoit que les grands orientalistes français ont disparu. Emmanuel Macron a dissous le corps de la diplomatie, ce qui est une erreur majeure parce que c'est encore une culture générale qui va se perdre. Et il avait nommé ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné, dont la culture diplomatique est nulle, absolument nulle. Rien au cours de sa vie ne l'a destiné à être ministre des Affaires étrangères. Maintenant, il est commissaire européen, c'est le même sujet. En fait, pourquoi il a fait ça? Parce que la diplomatie française était parfois hostile à la politique d'Emmanuel Macron, il lui faisait savoir. Ça a fini par vexer Jupiter, qui a dissous ce corps pour leur apprendre à lui résister. Mais en faisant ça, c'est la politique du copinage qui va entrer en ligne de compte, et le corps de la diplomatie française va s'affaisser. Enfin, il n'existe plus, mais les diplomates français et les ambassadeurs français, vous verrez que leur niveau culturel va s'affaisser. Donc on n'a plus de rôle à jouer, et en Allemagne, aucune culture sur le Proche-Orient, en Italie, en Espagne non plus, donc l'Europe ne pèse pas. Donc aujourd'hui, les acteurs sont les États-Unis, les pays du Proche-Orient, le Qatar, l'Arabie Saoudite, l'Égypte a sa partition à jouer parce qu'elle est quand même frontalière de la bande de Gaza, elle pèse, elle est amie à la fois des Américains, des Russes et des Chinois et des Saoudiens. Elle dépend beaucoup financièrement de tous ces pays-là d'ailleurs. Donc elle aussi a son rôle à jouer. Il y a énormément, chose qu'on dit peu, de membres des services secrets égyptiens dans les milieux palestiniens. Les Égyptiens sont parfois les premiers à savoir ce qui se passe dans la bande de Gaza par leur réseau d'agents secrets extrêmement sophistiqués. Ils ont toujours surveillé ça comme le lait sur le feu pour bien surveiller les frères musulmans pour ne pas recommencer à retomber sous leur coupe. Donc tous ces pays-là ont un rôle à jouer. La Russie et la Chine ont des rôles assez différents. La Russie a eu un rôle très important pendant longtemps. Elle l'a perdu un petit peu à cause du dossier ukrainien qui a pris la première place, mais cela étant, il y a une diaspora juive russe très importante en Israël, donc la voix de Poutine est quand même toujours écoutée par les Israéliens, un peu moins par Netanyahou, parce que Poutine avait conseillé la modération et avait dit à plusieurs reprises « ne rasez pas Gaza ». Vous tuez plus de civils que de combattants, vous mettez à dos toute la population palestinienne, et tout ça ne sert à rien parce que le gamin de 16 ans qui a vu ses parents mourir dans un bombardement, il est déjà feu à une puissance financière supérieure. Donc la Russie va encore peser pour peu que les Américains acceptent la membre du Hamas. Donc c'est comme ça que ça s'est produit, Blinken l'a confirmé. Malgré ça, la Russie est un des rares pays à pouvoir parler à tout le monde.
comme l'Égypte, mais avec une puissance de discuter avec les Russes. Mais l'Arabie Saoudite peut être la jointure entre les deux. Chez les Chinois, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Eux, ils veulent bien, mais économiquement. Donc militairement, ils s'impliqueront jamais. Ce serait stupéfiant de voir un corps expéditionnaire chinois tout à coup jouer la finule le long de la frontière libanaise. On n'y croit pas beaucoup. C'est quand même pas tellement leur vocation. Par contre, économiquement, ils pèsent beaucoup par leurs relations très étroites avec l'Iran et avec l'Arabie Saoudite, qui sont quand même deux grandes puissances régionales qui comptent, même si l'Iran est affaibli par les sanctions. Donc eux aussi pourraient jouer leur partition, mais pas diplomatiquement, parce que les Américains ne l'accepteront pas. Mais économiquement, ils sont là. Et ils seront de plus en plus là, tout comme en Afrique. Mais au Proche-Orient, ils ont une marge de progression considérable et les Saoudiens les aideront. Vous êtes assez pessimiste, dans le fond, sur cette place de la France et de l'Europe, mais si demain on avait la possibilité de renouveler les choses, d'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire, tant d'un point de vue même militaire que d'un point de vue aussi du développement, peut-être reformer une diplomatie française? C'est ça. C'est-à-dire, il faut faire ce qu'on sait faire. L'armée militaire, non, c'est terminé. Quand Macron disait qu'il était prêt à envoyer des hommes au sol en Ukraine, je prie pour que ces hommes, on a des hommes mais extrêmement efficaces, on a des forces spéciales de très haut niveau, tout le monde le sait. Mais si on les envoie là-bas, ils vont tous mourir pour rien. Enfin, Dieu fasse qu'on ne fasse pas ça, en gros. Mais par contre, sur le plan diplomatique et sur le plan culturel, sur le plan intellectuel, on a une vraie expertise. Même si le niveau intellectuel de la classe politique française s'affaisse considérablement. Ça, c'est un constat que tout le monde fait. Nos ambassadeurs, nos ministres des Affaires étrangères des dernières années par rapport à ceux d'il y a 30 ans, on peut penser ce qu'on veut de gens comme Michel Jobert ou Maurice Couve de Murville. Enfin, c'était un autre niveau quand même que Stéphane Séjourné ou que Barrot, le fils Barrot, qui est là, qui tient des propos belliqueux sans arrêt, mais c'est pas le rôle d'un ministre des Affaires étrangères. Les diplomates, des diplomates les plus brillants comme Richelieu ou Talleyrand, qui n'est pas un modèle sur le plan moral, soyons-en sûrs, mais qui sur le plan de l'habileté diplomatique, mais il n'y avait jamais un propos belliqueux dans leur bouche. Richelieu aussi, parce qu'il était en même temps Premier ministre, donc ça pouvait arriver. Mais quand il était diplomate, il était diplomate. Et il avait toujours ce mot pour finir une discussion avec une puissance étrangère, négocions toujours. On a perdu ça. Aujourd'hui, on est devenu belliciste sans en avoir les moyens. Et l'Europe est plus belliciste que l'Amérique et n'arrive pas à aider l'Ukraine suffisamment. Si l'Amérique se retire, elle ne pourra pas. Et c'est les plus bellicistes qui sont aujourd'hui les plus faibles. Vous avez l'Angleterre qui est incapable d'avoir sa propre armée, et les pays baltes, ça devient ridicule. Les pays baltes sont les plus bellicistes. Enfin, c'est des armées de 3000 hommes. De quoi parle-t-on? Alors il faut qu'on arrive à s'extraire de tout ça. Ce ne sera pas le cas avec Emmanuel Macron, évidemment, mais plus tard, peut-être avec d'autres dirigeants, qu'on arrive effectivement à redonner une diplomatie française d'un bon niveau, et ça doit passer par notre connaissance culturelle du Proche et du Moyen-Orient. Vous avez en France des centaines de personnes de haut niveau qui connaissent parfaitement le Proche-Orient, qui parlent l'arabe. Il y a des livres qui sortent, qui sont fort intéressants, mais ces gens-là ne sont pas écoutés, parce qu'ils apportent de la nuance. On a perdu le sens de la nuance. Aujourd'hui, tout est blanc, tout est noir. Il y a les bons et les méchants. C'est pas ça, la vie. Quelquefois, il y a des très méchants. Daesh, c'est très méchant. Là, il y a les bons et les méchants. Mais de dire, comme Laurent Fabius, qui est quand même pitoyable pour un ministre des Affaires étrangères, Bachar el-Assad ne mérite pas de vivre, mais comment peut-on, après, discuter avec des puissances étrangères et des propos pareils? On discutait avec Staline sous la 4e République. Alors justement, d'où vient cette lecture très idéologique et très binaire, finalement, des relations internationales? Eh bien, elle est venue à partir du moment où on est entré dans la logique de la diplomatie du bien et du mal, de la diplomatie des valeurs. Vous avez un tournant à partir des années 80. Jusque-là, on était quand même dans une diplomatie très réaliste. Parfois trop, quand Valéry Giscard d'Estaing s'incline devant le mausolée de Lénine à Moscou,
même si c'est pour entretenir de bonnes relations avec Moscou, on se dit que peut-être il aurait pu raison garder, vu le nombre de chrétiens ou de braves gens russes assassinés par les sbires de Lénine et Trotsky. Ça allait un peu loin. Mais tout de même, il y avait un équilibre. Il y avait un équilibre, il y avait le souci de parler avec tout le monde. La diplomatie, ça consiste pas à parler avec les copains, la diplomatie, ça consiste justement à parler avec des gens qu'on n'aime pas. Et on a perdu tout ça, et ça a commencé avec un individu alors particulièrement nuisible pour la diplomatie française, qui fut particulièrement nuisible, qui est Bernard Kouchner. Bernard Kouchner, c'est lui qui, avec son sac de riz en Somalie, a lancé la diplomatie des valeurs, et a lancé ce concept absurde d'ingérence humanitaire. Et après cette ingérence humanitaire, on est rentré sous la coupe de Washington lorsqu'ils ont organisé le bombardement de la Serbie pour leur arracher le Kosovo. C'était une opération américaine, qui a fait que ça a très bien réussi, parce qu'aujourd'hui la plus grande base américaine en Europe, c'est au Kosovo. Ça a très bien marché. Et nous, on est allés là-dedans, et le droit d'ingérence humanitaire est devenu le devoir d'ingérence humanitaire, à partir de faux rapports, à partir de mensonges aussi énormes que les armes de destruction massive qu'on verra après en Irak, les Serbes qui génocidaient tout le Kosovo. Enfin, depuis, on a fait justice de tout ça. Il y a des faits mais alors, extrêmement précis, tout ça est documenté. On sait bien que tout était faux. Tout était faux. Mais on est rentré là-dedans. On est rentré là-dedans. Chirac, au début, a dit qu'il ne voulait pas bombarder la Serbie, qui était un vieil ami de la France. Après une rencontre avec les Américains, il a dit « Ah non, finalement, les Serbes sont très méchants, on va les bombarder ». Et ensuite, on est rentré dans cette logique qui n'est plus une logique d'équilibre, qui est une logique atlantiste. C'est-à-dire, il y a la doctrine de l'OTAN, il y a la doctrine atlantiste, renforcée, dominée par l'Amérique à ce moment-là, et il y a les bons et les méchants. Les bons, ce sont les ennemis de l'Amérique, et les méchants, ce sont les ennemis de l'Amérique. Et on est rentré dans ce système binaire, dans ce système d'alliance tout à fait excessif. C'est pas pour rien que De Gaulle était sorti de l'OTAN, parce qu'il voulait sortir de cette influence américaine. Et aujourd'hui, en diplomatie, nous sommes les valets de Washington. C'est pour ça que le changement de Trump peut être aussi, indépendamment du changement de dirigeant, à venir peut-être un jour chez nous, mais le changement de Trump est fondamental. Parce que lui ne rentre pas dans cette logique du bon et des méchants. Quand il avait rencontré le dirigeant nord-coréen, mais tout le monde était effaré en disant comment peut-il rencontrer ce boucher, cette brute, ce fou furieux. Mais justement, mais c'est une raison de plus pour le rencontrer et pour discuter avec lui. Et Poutine l'a rencontré, tout le monde lui est tombé dessus. Alors on ne rencontre pas cette personne, mais on en rencontré bien pire. Donc à ce compte-là, vous voyez, c'est cette diplomatie des valeurs où on fait la morale aux autres. Pourquoi la France s'est fait expulser d'Afrique? Parce que les dirigeants africains en avaient assez de voir des présidents français ou des ministres des Affaires étrangères français leur dire « vous avez des opposants politiques en prison, c'est mal ». Oui, mais à ce moment-là, il y a 90% des pays qui en ont. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous-mêmes, quelquefois, on n'est pas exempt de tout reproche sur le sujet. Et puis surtout, vous êtes contre les droits LGBT. Il faut aider les droits LGBT. Vous dites ça à un dirigeant africain. Il est venu me voir pour me dire ça, lui. Quand les Russes, les Chinois ou les Turcs, très présents en Afrique, allaient les voir, ils ne leur disaient pas un mot de tout ça. Ils leur parlaient comment peut-on se développer ensemble. Ça, c'est de la diplomatie. Si c'est pour faire des leçons de morale aux autres, ça ne sert à rien. Si c'est pour dire, comme sur LCI tous les jours, que Poutine est fou, ou que Poutine est communiste et que c'est normal puisque c'est un ancien du KGB, on arrête. On discute avec un chef d'État d'une très grande puissance, avec laquelle on s'est coupé, et on ne craint pas d'aller au bout d'un processus invraisemblable qui consiste à défavoriser la population française. Tout à coup, on a interdit aux agriculteurs français de vendre du blé aux Russes. Ben, merci pour les agriculteurs français, j'en ai rencontré, j'ai quelques amis céréaliers, et qui m'ont dit « mais c'est dingue, on nous ruine, alors il faut trouver de nouveaux marchés maintenant ». Et les Russes, qu'ont-ils fait à partir de ce moment-là? Ils ont dit « vous avez raison, c'est une très bonne leçon ». Et aujourd'hui, c'est devenu un des plus grands exportateurs du monde de blé. Il s'était laissé un peu aller avec ce blé français qui arrivait facilement à un prix raisonnable. Et puis maintenant, c'est le gaz. Donc on a supprimé le gaz russe, qui était abondant et pas cher. Pourquoi? Parce qu'ils ont envahi l'Ukraine. Enfin, et l'intérêt du peuple français? Aucune importance. On va maintenant acheter du gaz liquéfié qatari et américain qui est 3 fois plus cher.
bonne idée. Donc faut arrêter, et puis à un moment donné, c'est plus l'intérêt de l'Europe qui est premier, c'est l'intérêt de la France, et ça on l'a totalement perdu de vue. Quelles seraient les lectures que vous recommanderiez à personnes qui souhaiteraient s'intéresser aux relations internationales, s'intéresser à la diplomatie? Alors sur le Proche-Orient, le problème c'est qu'il y en a énormément. Il y en a énormément et il est très difficile de conseiller tel ou tel livre. Il y a des livres récents d'ailleurs sur l'histoire du Liban, l'histoire de la Syrie, dans la collection Texto qui sont sortis, qui sont tout à fait honnêtes, bien faits, mais il y a toujours un prisme. Il y a toujours le prisme de l'auteur, puisque rien n'est plus complexe que l'Orient, et rien n'est plus subjectif que l'Orient. Donc il faut que les lectures soient nombreuses. En matière de géopolitique, si on parle de revues, je fais un petit détour par les revues, beaucoup de revues existent, je les trouve dans l'ensemble assez médiocres. Et il y en a une qui est au-dessus du lot, pour moi un mensuel, qui est Le Monde diplomatique. Le Monde diplomatique est un mélange étrange de tiers-mondisme, mais en même temps de documentation de très haut niveau, et puis d'une grande objectivité. C'est eux qui ont sorti un article qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque, il y a quelques années, je crois que c'était 2019, c'était pour les 20 ans du bombardement de la Serbie, et ils ont fait un article tonitruant sur le plus grand bobard de la fin du XXe siècle. Donc ils sont capables de cette honnêteté, et moi c'est vraiment la revue que je lis prioritairement. Les autres revues, conflits, diplomatie, il y a toujours des choses intéressantes, mais bon, c'est quand même un niveau en dessous. Et par contre, alors en matière de livres, vous avez des tas de penseurs libanais qui sont intéressants, comme Georges Corme, par exemple, qui a beaucoup réfléchi à la géopolitique et à la culture de ce Proche-Orient. C'est toujours très intéressant à suivre. Pour la partie plus au sud, l'Arabie Saoudite, il y a les livres de Benoît Méchain qui restent passionnants. Il a un tropisme arabe un peu trop développé, il en perd un peu d'objectivité, mais quelle plume, quelle vision, là aussi, géopolitique. Sur l'Iran, il y a un moyen très, très ludique de comprendre la révolution islamique, comment ça s'est fait et comment ça a dérapé après en dictature islamiste. C'est un roman. C'est un roman qu'on peut retrouver sur mon blog de littérature qui s'appelle Les Livres d'Antoine, qui s'appelle Aria. A-R-I-A. J'oublie toujours le nom de l'auteur qui a un nom iranien impossible. On le mettra dans la description de la vidéo, on va le retrouver. Et ce roman explique très bien, on voit des jeunes gens enthousiastes à l'idée de se débarrasser du Shah d'Iran qui est venu dans les fourgons de Washington et qui vont se faire broyer par la révolution islamiste. Un roman saisissant que je recommande beaucoup. On peut lire aussi sur Beyrouth, Journal de Beyrouth de Sharif Majdalani, qui est un excellent livre où il parle des embouteillages de Beyrouth pour finir sur l'effondrement de Beyrouth. C'est un très beau livre. Donc on peut passer un petit peu par la littérature, c'est un complément indispensable, mais alors les livres de géopolitique et les livres d'histoire, je pense qu'il faut en lire ou en feuilleter beaucoup pour avoir une idée vraiment très complète. Je vous remercie beaucoup Antoine Delacoste pour cet entretien. Et juste peut-être un petit mot avant de nous quitter sur donc vos deux sites, ce blog de littérature et votre site consacré à la géopolitique. Où est-ce qu'on peut les retrouver? Alors le site de géopolitique s'appelle geochronique.fr. Vous pouvez y retrouver certaines vidéos. Un calendrier, si j'arrive à prendre le temps de le mettre un jour, un calendrier de mes conférences à travers toute la France. Je donne une quarantaine de conférences par an à travers toute la France, donc elles sont publiques pour la plupart, donc on peut y aller si on veut, c'est généralement gratuit. Et puis surtout il y a des articles de géopolitique que je donne pour un certain nombre de magazines, notamment Politique Magazine, qui est un mensuel, ou un bimestriel, la revue d'histoire européenne. Puis quelquefois, plus ponctuellement, d'autres revues ou tout simplement des articles sur Internet. Et puis sinon, effectivement, j'ai donc un blog de littérature qui s'appelle leslivresdantoine.com, qui existe depuis 5 ans, qui a un peu plus de 300 références, et je rajoute régulièrement 2 ou 3 romans par mois. Il y a quelques livres d'histoire, mais presque exclusivement des romans, et donc ceux qui veulent lire des bons romans bien écrits, pas forcément récents, c'est toutes les époques,
L'écrivain le plus ancien doit être du 18e et le plus récent des livres qui sont sortis l'année dernière. Donc j'essaye d'avoir un éventail très vaste avec peut-être 40% de romans français, 60% de romans étrangers. Et je vous remercie beaucoup, Antoine Lacoste, pour cet entretien.